Je vous souhaite la bienvenue à la librairie Gallimard. Moi, ça va. Merci d'être là en si grand nombre, en cette très très belle journée. Et c'est ça, c'est un petit fait, comme mon grand-père dirait. Ici, historiquement, la section philosophie a toujours été en bas. Mais elle était tellement chapardée de gauche à droite qu'on a dû la monter en haut. Fait que, ouais, la philosophie se vole. Ouais, la philosophie se vole très bien. Fait que c'est ça. En fait, je vous souhaite une belle séance de philosophie. Bonsoir tout le monde. Je pense que ma voix porte suffisamment, donc je ne me rapprocherai pas du micro. On est ensemble ce soir pour explorer les territoires philosophiques. J'aimerais commencer en nous rappelant que le territoire géographique où nous tenons cet événement, à Tiohtià:ke, Montréal, c'est un lieu de rencontre et d'échange de nombreuses Premières Nations depuis des temps immémoriaux, incluant la nation Kanien'kehá:ka, la gardienne des terres et des eaux. Sur ce territoire autochtone non cédé vivent aujourd'hui de nombreuses personnes autochtones, ainsi que des personnes de toute origine. Je souhaite que notre cohabitation soit respectueuse et solidaire, et je suis reconnaissant de pouvoir aimer, de pouvoir jouer et de pouvoir philosopher dans ce merveilleux coin de la Terre. Le programme philosophique que nous vous proposons ce soir est simple, et j'en suis persuadé, il sera délectable. 2 livres publiés chez les éditions Nota Bene, la collection Territoire philosophique, vous seront présentés par leur auteur, suivi d'un commentaire, et ensuite on ouvrira la discussion avec le public. Je vous présente sans tarder nos 3 intervenants. Premièrement, Thomas Domange, docteur en philosophie. Il a été directeur du programme au Collège international de philosophie de 2004 à 2010 et il enseigne aujourd'hui au Cégep Édouard-Montpetit. Il a notamment publié en 2010, chez Vrin, l'ouvrage « Instruments de résurrection, études philosophiques de la passion selon saint Matthieu » de Jean-Sébastien Bach. Ce soir, il va nous présenter son dernier ouvrage publié chez Nota Bene en 2019 et intitulé « Le rapt ontologique, penser l'être des singularités ». C'est lui qui va faire la première communication. Chaque communication sera de 12 à 15 minutes. Je présente les deux autres personnes, et ensuite je vous laisse aller. Deuxièmement, on a Marco Jean, détenteur d'une maîtrise en philosophie et d'un doctorat en sciences des religions. Il enseigne aujourd'hui au Cégep Saint-Laurent. Il a publié en 2019 aux presses de l'Université Laval « Penser la laïcité avec Habermas ». Ce soir, il va nous présenter son dernier ouvrage, aussi bien entendu chez Nota Bene, publié en 2021, donc tout récent, et intitulé « La philosophie aujourd'hui, un plaidoyer ». Finalement, merci à Vincent Grondin, docteur en philosophie, spécialiste de la philosophie du langage et de l'histoire de la philosophie du 20e siècle. On lui doit différents articles sur Wittgenstein, sur Husserl. Il a été chargé de cours à l'UQAM, à l'Université de Montréal. Il enseigne aujourd'hui au Cégep Édouard-Montpetit. Et c'est lui qui a préparé un commentaire, aussi d'une quinzaine de minutes. Ouais, 10 minutes à peu près. Et ensuite, encore, on va ouvrir au public. Donc, sans plus tarder, Thomas, je te cède la parole. Merci. On t'écoute. C'est pas forcément le plus convivial, le texte, là. Mais comme ça, je suis sûr de parler 12 minutes. Et sur les 12, de ne pas faire 5 minutes de... Donc... Ah non, je l'ai fait. Ça commence. D'où l'intérêt du texte, quand même, malgré tout. Donc le livre que je présente ici tente de comprendre en quoi consiste la singularité. Une telle enquête ne paraît avoir une portée existentielle, puisque laisser échapper ce qui nous rend unique, vivre en marge ou en décalage par rapport à ce que nous sommes, les seuls à pouvoir être, c'est se manquer soi-même, c'est manquer sa vie. Telle est par exemple, me semble-t-il, l'angoisse de mes étudiants ou de nos étudiants, vous direz si je me trompe, qui d'un côté affirment qu'ils sont tous singuliers, absolument différents les uns des autres, qui ne veulent pas être confondus, et de l'autre, adoptent des comportements standardisés qui trahissent ce que pourtant ils sentent à juste titre. Ils veulent être ceux-là que nul ne peut être à leur place, mais ne savent pas en quoi consiste cette chose qu'ils ne peuvent ou qu'ils veulent être, ignorent comment être fidèles à leur propre singularité. Pour comprendre à quoi elle tient, cette singularité, je vais prendre un exemple. Nous avons tous ou presque déjà fait cette expérience en marchant au bord d'un lac ou d'un fleuve, de ramasser un caillou que nous avons remarqué à cause des lignes, écorchures, protubérances incrustées à sa surface. En le ramassant, lui et pas un autre, nous affirmions précisément sa singularité.
c'est-à-dire son aspect unique, qui fait de lui plus qu'un simple fragment de roche adossé à la roche. Son caractère remarquable, c'est de manifester dans son apparence des déclinaisons de forme qui le propulsent au-delà du monde minéral pour en faire une réalité à part qui n'entre dans aucune forme de catégorie. Je ne sais plus quel paléontologue, j'aurais peut-être dû vérifier, rapporte qu'on a retrouvé parmi des vestiges néandertaliens une pierre qui aurait été ramassée il y a environ 200 000 ans et dont les anfractuosités évoquent un visage. Ce qui rend cette pierre si singulière, c'est que les incises, les nodules, les creux qui sont imprimés à sa surface l'arrachent à sa constitution minérale et au monde inorganique en un certain sens, pour en faire une face humaine. Cette forme pourtant n'est pas une propriété de la pierre, qui se lancerait dans l'examen de sa composition atomique, dans l'analyse de sa structure chimique, dans les phénomènes de sédimentation et d'usure susceptibles d'expliquer son érosion, ne remontera jamais de façon causale jusqu'au nécessaire contour d'un visage. Et inversement, il n'y a dans l'idée d'un visage rien qui convoque la matérialité et la rigidité de la pierre. Au contraire, pourrait-on dire. Il ne s'engendre pas. Il n'y a ni père ni fils. Ils se rencontrent, s'arrivent l'un à l'autre. Un visage vient percuter une pierre que les vents et les marées préparaient à accueillir. Une déformation apparaît à même les contours d'un être. Formulons en termes conceptuels la définition de la singularité que j'essaie d'illustrer là par ce petit exemple. Elle se situe dans la rencontre plutôt, entre un être constitué et ce qu'on pourrait appeler une idée, qui le dépasse, au sens où elle ne le contient pas causalement. Une idée, donc, pour cela, qu'on pourrait dire transcendante. Cette idée n'est, je le répète, ni une idée produite par cet être lui-même, ni à l'inverse sa cause formelle, disons pour le dire philosophiquement. Elle n'en émane, ni ne l'informe. Elle altère sa forme générique, inscrit dans l'être une difformité, une malformation. Sur le modèle d'une rencontre, dont on pourrait dire qu'elle nous a marqués à jamais, la singularité apparaît comme le produit d'une rencontre indélébile avec une idée qui s'invite dans la définition de l'être en le déformant. Repérer ce qui dans la chose n'appartient pas à son essence, sa claudication ontologique, puis à partir de là remonter à l'idée dont cette malformation est le signe, et finalement nommer cette idée. Voilà le chemin qui me semble mener à la singularité. Tournons-nous maintenant, je fais une gradation, je parle de la pierre, j'en viens maintenant à mon chien. Une sorte de gradation dans les êtres, si on peut dire. Tournons-nous vers mon chien pour voir comment ma proposition peut être déclinée. Mon chien est une femelle d'1 an et demi, bringée avec une tache blanche sur le torse, une sorte de mixte entre un labrador, un golden et peut-être lointainement un peu de pitbull. Elle est gourmande, enjouée, câline, joyeuse, de forte constitution, obéit relativement bien, mais a une forte tendance aussi à s'échapper. Elle adore les autres chiens, les chats et par-dessus tout les enfants. Tous ces traits que je balance à grands traits, tous ces traits de caractère, ajoutés à une description détaillée de sa morphologie, permettent bien d'en faire le portrait, de la distinguer des autres chiens. Pourtant, même si j'allongeais indéfiniment ma description, la description de sa personnalité, jusqu'à cerner chacun de ses caractères dans le détail, que je finisse par tout circonscrire, je n'aurais encore rien dit de ce qui la rend si singulière. Car tous les comportements de mon chien sont une déclinaison des actions associées à son espèce. La douceur, le caractère joueur sont des catégories comportementales générales qui appartiennent possiblement à tous les chiens et que le mien ne fait qu'actualiser. Tant que je passe par eux pour la définir, elle n'est encore qu'une abstraction qui marche, non un être unique. Pour qu'il en soit autrement et que je puisse saisir sa singularité, il faut que je sois capable de dire la manière unique dont elle adopte les comportements de son espèce, que j'énonce le principe qui commande ces manières. Il faut que je nomme ce qui, n'étant aucun comportement en particulier, imprime et ordonne la manière dont ils sont faits. Découvrir la singularité d'un être ici veut dire énoncer le principe qui gouverne ses manières d'être. Ce qui s'est imposé ici, pour dire la déformation singulière des comportements de mon chien, c'est le nom de Satie, compositeur des gymnopédies qui a noté ses partitions de quantité de phrases humoristiques. Il nomme ce qui traverse de façon récurrente ses manières de faire à mon chien, le principe attaché à ses façons d'agir, c'est-à-dire l'humour. Je ne prendrai pas l'exemple particulier pour illustrer ce qu'il en est de notre singularité à tous, qui bien sûr
est la chose qui nous intéresse ici. Car il faudrait pour cela commencer par entrer dans l'examen biographique d'une vie. On trouverait que ce qui en fait le matériau de cette vie, l'équivalent de la concaténation de la matière pour mon caillou, ou encore la série des comportements signifiants pour mon chien, ce sont nos désirs. Ils sont, plus encore que nos actions, me semble-t-il, ou que notre personnalité, qui opère déjà en eux une discrimination entre ceux qui sont exprimés et ceux qui sont refoulés, la matière de notre existence. La recherche de notre singularité commencerait donc par une cartographie des désirs. C'est en eux qu'il faut chercher cette marque récurrente, cette déformation dont je dis qu'elle nous rend uniques. J'ai voulu montrer dans le livre que ce qui est susceptible de creuser les désirs, de les faire claudiquer, puisque j'ai défini la singularité comme une déformation, c'est la présence récurrente en leur sein d'une obsession ou d'une idée obsédante. De la même manière qu'on conçoit des blessures psychologiques qui marquent de façon indélébile notre personnalité, ce que nous avons d'unique résulte d'une blessure faite à ce que nous sommes, d'une blessure ontologique. Notre unicité réside dans la présence, au cœur de l'enchevêtrement de nos désirs, d'une idée qui nous transcende. Tels les contours imprimés en creux à la surface du caillou, telle la figure d'Hélène venant hanter Ménélas, qui entend résonner sa voix dans son palais désormais vide, une idée s'empare de nous, s'impose à nos désirs, devient pour eux un pôle d'attraction dont ils ne peuvent s'éloigner, quelle que soit la pluralité des objets qu'ils se donnent. Je termine cette rapide présentation par une remarque. Une remarque sur la distinction que je veux absolument opérer ici entre la singularité telle que j'essaie de la cerner, de la saisir, dont je me demande comment on pourrait la cerner, je l'ai dit. Distinction entre la singularité d'une part et la question si débattue aujourd'hui de l'identité. Je dis ça pour marquer une profonde opposition entre les deux. L'identité, comme on sait, évidemment, je ne vais pas rappeler ça, tout le monde le sait, mais comme on sait depuis Lacan, est une affaire d'image. Elle témoigne de la façon dont nous voyons, elle énonce les éléments qui, selon nous, sont ce qui nous définit, ou encore énonce ce que nous percevons de nous-mêmes et la façon dont nous nous définissons nous-mêmes. La quête identitaire consiste à découvrir la forme de notre être, puis à l'endosser afin de faire passer ce que nous sommes dans l'effectivité. Une telle logique, me semble-t-il, bascule ce que nous sommes dans l'imaginaire, puisqu'elle la bascule dans l'image, donne une priorité ontologique à l'image, qui commande à notre existence de concrète de venir, pour ainsi dire, la remplir, cette image, le plus fidèlement possible. Le dispositif identitaire a pour corollaire, pour ne pas dire pour finalité, je ne sais pas s'il faut aller jusque-là, la castration des êtres. Car dessiner une forme, c'est tracer une ligne de partage entre ce qui est inclus en elle et ce qui en est exclu. Le monde des identités réclame que chaque être pousse devant lui la forme qu'il vient remplir, que tout est un contour, que chaque difformité s'intègre à un tracé. En réintégrant d'emblée toute excroissance dans une figure, la logique identitaire exclut ce qui précisément me paraît faire le singulier, à savoir la déformation inassimilable de notre être générique. Parce qu'elle transcende, blesse, met à mal toute constitution d'une forme, la singularité est au sens propre du terme un traumatisme identitaire. Là où je pensais pouvoir ressaisir mon être dans une image et attendre du miroir, comme dans Blanche-Neige, qu'il réponde à la question « Qui suis-je ?», la singularité vient briser le miroir. Elle se présente comme une déformation métaphysique qui m'arrache à moi-même pour me confier à une idée dont seule une biographie, peut-être faite a posteriori, pourrait peut-être me révéler le nom. Nous croyons qu'être fidèle à nous-mêmes, vivre conformément à ce que l'on est, signifie correspondre à une forme spéculaire. C'est au contraire être fidèle obstinément ou aveuglément à ce qui nous excède, en nous tenant au plus près d'une idée qui habite nos désirs, en même temps qu'elle les transcende. La singularité de Socrate n'est pas d'assumer mieux que les autres l'image du sage, ou d'incarner la figure du beau et du bon, comme on l'enseigne à nos étudiants. Justement, on n'enseigne pas ça, justement. Mais d'être obsédé par une telle idée, Platon dirait l'idée du bien, dont la poursuite défait sans cesse sa correspondance à un tel modèle. Sa singularité, à Socrate, incompréhensible pour tous ses interlocuteurs, est dans sa difformité ou dans sa non-correspondance à une image,
Elle est dans l'indépassable paradoxe de sa lumineuse beauté, tellement soulignée dans le banquet. Si je devais dire quelque chose à mes étudiants concernant leur désir d'être unique, ce serait d'être fidèle à une certaine claudication de leur être, à cette malformation sur laquelle vient se rompre toute constitution identitaire, même transitoire, même intersectionnelle. Ce serait de se tenir fidèlement à cette idée plus grande qu'eux qui confusément les obsède. Ça va, j'ai tenu? Merci. Merci beaucoup, Thomas. Donc, on se laisse quelques secondes pour absorber. La singularité. Du propos. Marco, es-tu prêt à présenter ton livre? Donc, je rappelle que Marco, donc son livre s'intitule « La philosophie aujourd'hui, un plaidoyer ». À toi, Marco. Comme le font à l'occasion nos étudiants, je n'ai pas respecté à la lettre les consignes données pour ma présentation. Je ne vous résumerai pas en détail mon livre. Je me contenterai de rappeler qu'il s'agit d'une série d'arguments soutenant la pertinence de la réflexion, de l'enseignement et de la recherche philosophique. Pour faire court, le propos de mon ouvrage se résume au fait que nous sommes tous et toutes confrontés à des problèmes et des questions, au sujet desquels la science ne peut à peu près rien dire, et que de nous efforcer d'y répondre est, en soi, un acte de liberté et de responsabilité, lesquels participent de notre humanité. Mais précisément, ce que j'aimerais faire avec vous ce soir, c'est de contextualiser et d'essayer de comprendre ce besoin que j'ai ressenti de me placer dans la peau d'un avocat au point d'intituler mon livre « La philosophie aujourd'hui, un plaidoyer ». Pour ce faire, je m'appuierai tout au long de mon exposé sur la pensée d'Hannah Arendt, que je connais assez peu d'ailleurs. Bien que la réflexion s'opère à différents degrés selon les personnes ou les sujets abordés, tout individu ressent le besoin de penser, c'est-à-dire le besoin de douter, d'examiner, d'explorer d'autres avenues, de trouver un sens. Il s'agit d'une exigence de pensée que les événements et les faits éveillent en vertu de leur existence, nous dit Arendt. Celle-ci déclare que c'est un fait brut que l'homme est un être pensant. Et, comme elle l'écrit, cette exigence ne peut être comblée que par la réflexion elle-même, ce qui implique qu'aucune thèse ou théorie ne peut assouvir durablement le besoin de penser. Je cite Arendt, « L'homme est un être pensant. Par là, j'entends que l'homme a une inclination et, s'il n'est pas tenu de façon trop urgente à subvenir à ses besoins, il a un besoin de penser par-delà les limitations de la connaissance, d'utiliser avec plus de profit ses aptitudes intellectuelles, le pouvoir de son cerveau, plutôt que de les utiliser comme un instrument pour connaître et agir. L'inclination ou le besoin de penser, même s'ils ne sont aiguisés par aucune des questions métaphysiques immémoriales, ne laissent rien de tangible et ne peuvent non plus être figés par les intuitions supposées définitives des sages. » Fin de la citation. Si philosopher, c'est penser, on peut alors demander pourquoi il faudrait défendre la philosophie. Une chose qui va de soi ne requiert habituellement pas de justification. S'il est admis que penser est un besoin universel, un fait qui s'impose, pourquoi les moyens mis au service de cette activité, comme les cours obligatoires de philosophie, devraient-ils être encouragés et justifiés? Il devrait effectivement aller de soi que des ressources soient employées pour aider chacun à bien réfléchir. Bref, qu'est-ce qui explique que périodiquement des gens, comme moi, prennent leur plume pour plaider la cause de la philosophie? La réponse est que, dans un monde obnubilé par la productivité, le travail et la jouissance qui en découlent, donc dans le monde de l'homo faber et de l'animal laborens, la pensée, dont la principale caractéristique est, comme le note Arendt, d'interrompre toute action, toute activité normale, quelle qu'elle soit, ne peut qu'être assimilée à un empêchement, à quelque chose qui encombre et qui complique les choses pour rien. Le syllogisme est donc le suivant: si philosopher c'est penser, et qu'il est vrai qu'au moment même où nous commençons de penser à un sujet, quel qu'il soit, nous arrêtons toute activité extérieure, alors philosopher
nous empêche de nous livrer aux occupations si valorisées à notre époque, soit produire, travailler et jouir de la vie. Comme l'indique Arendt, la pensée, la quête de sens peut paraître non naturelle, comme si les hommes, en commençant à penser, s'engageaient dans une activité opposée à la condition humaine. Toute réflexion qui ne sert pas la connaissance et qui n'est pas motivée par des buts pratiques est, comme l'a remarqué Heidegger, hors de l'ordre. Fin de la citation. Pourquoi, en effet, réfléchir quand il y a des immeubles à construire, des rues à réparer, des malades à soigner, des applications à développer, des fonds à gérer? En d'autres mots, pourquoi philosopher lorsqu'on peut se rendre utile? La norme fondamentale de l'homo faber étant l'utilité, il faut toujours qu'une chose serve à une autre. Ainsi, du point de vue de l'humain qui fabrique des choses, l'exercice philosophique ne sert à rien, car penser ne produit rien de tangible. Poussé à l'extrême, ce principe d'utilité donne le crématorium de Slough, de Brave New World, où un dispositif est installé pour récupérer le phosphore des dépouilles que l'on y incinère. Question de rendre tout utile jusqu'à la fin. Je cite un passage du Meilleur des mondes. « Autrefois, le phosphore sortait complètement de la circulation chaque fois qu'on effectuait une crémation. À présent, on en récupère plus de 90%. Plus d'1,5 kg par corps d'adulte. C'est une belle chose de penser que nous pouvons continuer à être utiles socialement, même après notre mort, pour faire pousser les plantes. » Fin de la citation. Bien sûr, l'utilitarisme est aux prises avec un problème de fond, puisqu'il est incapable de répondre à la question « à quoi sert l'utilité ?» Le problème de l'utilitarisme, affirme Arendt, est de se laisser prendre dans la chaîne sans fin de la fin et des moyens, sans pouvoir arriver à un principe qui justifierait la catégorie de la fin et des moyens. Autrement dit, l'utilité elle-même. L'utilité instaurée comme sens engendre le non-sens. Fin de la citation. L'homo faber perçoit toute chose et tout être comme des moyens, sans qu'il ne sache à quoi tout cela rime au final. Qu'à cela ne tienne, fait remarquer Arendt, parmi les principales caractéristiques de l'époque moderne, depuis ses débuts jusqu'à nos jours, nous trouvons les attitudes typiques de l'homo faber, dont la foi en la portée universelle de la catégorie de la fin et des moyens. Nous sommes donc constamment sommés de répondre à la question « à quoi ça sert ?» On comprendra dès lors que la philosophie a sérieusement besoin d'être défendue, puisque toute activité non productive se trouve en partant dévalorisée. Cela est encore plus vrai en période de pénurie de main-d'œuvre. C'est sans compter que l'homo faber s'est fait doubler par l'animal laborens, c'est-à-dire que le principe benthamier du plus grand bonheur du plus grand nombre, qui met de l'avant le calcul de la peine et du plaisir, est venu se greffer au principe d'utilité entendu au sens premier du terme, soit celui qui veut que tout serve à quelque chose. Si le principe d'utilité s'applique ici, écrit Arendt, il ne concerne en premier lieu ni les objets d'usage, ni l'usage, mais le processus de production. Or, ce qui contribue à stimuler la productivité et à diminuer le labeur et l'effort est utile. Dit autrement, le repère ultime n'est ni l'usage ni l'utile, c'est le bonheur. C'est l'évaluation de la peine et du plaisir éprouvés dans la production et dans la consommation. Fin de la citation. Si l'homo faber est productif, l'animal laborens, quant à lui, travaille pour combler ses besoins métaboliques et ressent du plaisir en satisfaisant ses désirs. Dans les deux cas, ce qui a trait à la pensée, à l'effort pour comprendre et pour donner du sens, à l'intériorisation de repères culturels et intellectuels et à l'élucidation conceptuelle se trouve déclassé, puisque cela ne produit ni profit ni divertissement. Voilà pourquoi, malgré l'inclination à penser commune à tous les humains, il nous faut peut-être plus que jamais plaider en faveur de la philosophie, surtout quand elle se fait exigeante, structurée et rigoureuse, comme dans les cégeps francophones. C'est donc de cette manière... Je me suis fait plaisir. C'est donc de cette manière qu'Hannah Arendt nous permet de saisir ce contexte qui est le nôtre et dans lequel s'enracine la menace qui plane sur la pensée. Dans la suite de mon exposé, il n'en reste pas long, afin de justifier la pertinence de l'activité philosophique et de ce qui en assure la qualité, je m'appuierai sur la distinction des deux significations attachées à l'expression « en commun ». D'abord, comme mentionné au tout début, nous avons en commun le besoin de penser, au sens où ce besoin est présent chez toute personne, comme l'est celui de respirer ou de manger.
Ainsi, les mêmes interrogations sur l'être, la vérité, le divin, la mort, le bien, le beau, le juste, les singularités, la même soif de vérité et de sens et les mêmes lois logiques se retrouvent chez chacun. Et cela parce que nous partageons tous une conscience de l'existence et de notre finitude et un même équipement cognitif. Cela nous est commun et nous entraîne conséquemment à philosopher. Ensuite, mais cette fois en un sens différent, nous avons en commun des choses qui nous poussent à la réflexion. Commun ne signifie pas ici présent en chacun de nous, mais s'entend plutôt comme une réalité extérieure qui nous relie à l'image d'une propriété commune à des copropriétaires. C'est en ce sens particulier qu'Arendt dit qu'un monde d'objets se tient entre ceux qui l'ont en commun, comme une table est située entre ceux qui s'assoient autour d'elle. Mais qu'avons-nous en commun qui mérite qu'on s'y attarde et qu'on philosophe? Bien sûr, il y a le monde artificiel dont parle Arendt, soit l'ensemble des œuvres qui assurent durabilité et stabilité aux choses humaines, en plus de leur conférer du sens. Il y a un patrimoine culturel et intellectuel qui mérite d'être connu, transmis, actualisé et parfois critiqué. Mais même là, cette critique, une fois formulée, écrite et éditée, donc transformée en objet de pensée, s'inscrira dans cette histoire culturelle et intellectuelle commune dans laquelle nous sommes toujours déjà insérés. Les humains ont aussi en commun un passé, une histoire qui les ont conduits où ils sont. Ils ont en commun une société et des institutions politiques, juridiques, académiques, dans lesquelles ils évoluent dès leur naissance et qu'ils ne peuvent quitter que pour en retrouver d'autres ailleurs. Ils ont en commun un monde naturel, une planète, une atmosphère, des écosystèmes qu'ils observent, occupent et exploitent. Ils ont enfin en commun un avenir, quelque chose que nous pourrions appeler une suite de l'humanité qui appelle un legs de notre part. De tous ces éléments communs surgissent des interrogations épistémologiques, existentielles et morales par rapport auxquelles la science reste sans voix et qui, par voie de conséquence, relèvent de la philosophie. Comme je le mentionne dans mon livre, la grande illusion du moment, c'est de croire que l'individu est détaché du passé, de la nature et de la société, ce qui en ferait un être apolitique et aphilosophique. Individuellement et collectivement, nous avons tous et toutes une responsabilité intellectuelle, morale et politique par rapport à ce que nous avons en commun. Et cette responsabilité est la nôtre parce que nous sommes conscients de ce qui ne va pas et que nous pouvons réfléchir et choisir. En tant qu'humains, nous sommes appelés à penser et à agir, pas seulement à produire et à consommer. C'est pourquoi la philosophie, autant sous sa forme d'œuvre servant de repère et de ressource de sens, que sous celle d'activité, c'est-à-dire de pensée qui s'actualise au présent par le dialogue avec soi-même ou avec autrui, demeure toujours pertinente et qu'il faut bien, dans un contexte qui la masque, faire ressortir cette pertinence. Merci. Merci tellement. Donc, mon travail est très facile ce soir. On va voir. Là, il reste une personne. J'espère. Je mets de la pression. Ouais. En fait, ça te donne plus de temps, Vincent. Oui, c'est parfait. Donc, un commentaire de Vincent. Okay. Donc, tout d'abord, je voulais remercier Pierre-Alexandre pour l'invitation. Je suis vraiment content d'avoir eu l'occasion de lire ces deux ouvrages, puis aujourd'hui, de les commenter. Donc, je vais commencer avec moi aussi, je vais lire le texte justement pour essayer de respecter le temps et pas trop dire des choses comme ça. Donc, voici. Tout d'abord, ce qui m'a frappé à propos des deux ouvrages qui nous sont présentés aujourd'hui, c'est l'écart important qui sépare les perspectives des deux auteurs. Alors que Marco Jean nous rappelle la vocation universaliste du discours philosophique, Thomas Demange, lui, nous propose plutôt de réfléchir à l'aide du singulier. Et ce faisant, il nous invite à tenter de comprendre, dans son livre, l'affectivité originaire qui se situe en amont de la rationalité philosophique et qui la rend possible. Je suis très content d'avoir l'occasion aujourd'hui d'adresser quelques questions à ces deux auteurs qui sont très stimulants d'un point de vue philosophique. Donc, débutons par la philosophie aujourd'hui. Dans ce livre, Marco Jean nous propose au moins 6 grands arguments pour défendre la place qu'occupe ou, en fait, devrait occuper la philosophie au sein de notre société, de notre système d'éducation et de notre existence.
Certains arguments sont bien connus et classiques, d'autres sont plus personnels et renvoient à la vision plus particulière que l'auteur se fait de la philosophie et de sa pratique. Je vous propose ici de donner à la conception, qui me semble être quand même singulière de la philosophie qui se profile dans cet ouvrage, toute l'attention qu'elle mérite en lui adressant 3 grandes questions. Première question. Dans un premier temps, j'aimerais discuter d'un argument métaphilosophique développé par Marco dans son ouvrage que j'ai trouvé particulièrement intéressant. Selon ce dernier, il est impossible d'échapper à la réflexion philosophique puisque le geste même de critiquer la philosophie et de la remettre en cause constitue un geste et une prise de position philosophique. Étant donné ce fait, l'enseignement de la philosophie s'avère essentiel. Je cite Marco, « Si philosopher est inéluctable, alors aussi bien outiller les gens pour bien le faire, en leur faisant justement découvrir les divers types d'arguments par lesquels ils pensent. » Cet argument qu'on pourrait qualifier de performatif fonctionne, à mon avis, très bien lorsqu'on se situe dans un contexte très particulier où on aurait affaire à un sceptique qui voudrait remettre en cause le bien fondé de l'activité philosophique. Si l'on pose le problème dans ces termes, Marco me semble avoir raison. Le sceptique qui remet en question les prétentions du discours philosophique est une figure philosophique à part entière. Toutefois, c'est ma première question, je me demandais s'il n'était pas possible d'imaginer tout un ensemble d'attitudes qui ne consistent pas nécessairement à prendre part au débat relatif à la nature de la philosophie, mais qui, au contraire, semblent rendre ce débat impossible. Par exemple, j'espère que ce ne sera pas le cas ce soir, donc la personne qui est dans une soirée mondaine décide d'ignorer le pauvre professeur de philosophie pour se greffer à une autre discussion jugée plus intéressante. Est-elle vraiment en train d'engager un débat avec la philosophie? Sans doute cet exemple peut sembler un peu anecdotique, mais sur une note plus sérieuse, ne pourrait-on pas voir dans, par exemple, la prolifération des discours conspirationnistes ou tout simplement dans ce que Henry Frankfurt appelle la bullshit, non pas une critique implicite de la philosophie et donc une posture philosophique, mais bien comme étant quelque chose qui serait tout simplement indifférent ou étranger au débat philosophique et rationnel comme tel. Deuxième question. Plusieurs des arguments proposés dans l'ouvrage de Marco tournent autour de l'idée que la philosophie nous permettrait de comprendre ce qu'est l'être humain, le travail, la justice, la technologie ou le sens de l'existence. Or, il s'agit aussi d'une prétention que l'on retrouve chez d'autres disciplines de la formation générale. J'ai vu qu'il y a un collègue de littérature, donc c'est aussi une prétention qu'on peut avoir du côté de la littérature. Donc, je me demandais si Marco pouvait nous éclairer davantage à propos de la place que, selon lui, la philosophie doit occuper au sein de la formation générale. Et donc, quelle est, disons, la posture que la philosophie ou le rapport que la philosophie doit avoir par rapport à d'autres discours qui prétendent, disons, aussi permettre aux étudiants de développer une pensée solide et satisfaisante à propos des sujets qui sont exactement les mêmes qui intéressent la philosophie. Pour reprendre un exemple que donne Marco dans son livre, s'il est vrai que la philosophie peut se demander si la prostitution est un métier comme un autre et faire œuvre utile dans ce domaine, il ne faudrait pas non plus sous-estimer la très grande richesse de la littérature contemporaine pour aborder et traiter d'un tel sujet. Donc, ça, c'est ma deuxième question. Troisième question, je me demandais aussi si Marco pouvait nous dire quelques mots à propos disons, de sa vision de la diversité des pratiques de la philosophie au collégial. Ce qu'on retrouve dans la philosophie aujourd'hui, c'est une certaine vision de la philosophie et de sa pratique, dans laquelle peut-être tous les professeurs de philosophie ne se reconnaîtront peut-être pas complètement. Donc, je me demandais si l'on devait voir le propos de l'ouvrage comme une défense d'une certaine pratique de la philosophie, ou au contraire, comme le développement d'une sorte de cadre théorique et conceptuel commun, justement, qui nous permettrait de comprendre comment toutes ces approches différentes, qui ne sont pas nécessairement universalistes ou qu'il y a plein de manières que la philosophie se décline, donc de comprendre comment toutes ces pratiques-là peuvent exister à l'intérieur d'un département, voire d'une institution. Voilà, ça, c'était les 3 questions que je voulais poser à Marco. Maintenant, je vais passer
au rapt ontologique. Comme le mentionne Thomas dès l'introduction de son ouvrage, ce qui est deux fois. Une fois comme être singulier. Dès lors, il ne s'agit pas ici de rejeter les catégories de l'ontologie classique qui avaient essentiellement pour but de penser le général, mais au contraire de reconnaître et de défendre la possibilité d'une ontologie parallèle, clandestine et seconde, c'est-à-dire d'une ontologie qui a justement pour but de décrire et de rendre compte de ce qui est pour une deuxième fois, à savoir un être singulier. Donc, afin de lancer la discussion, je voudrais simplement poser quelques questions à Thomas pour mieux comprendre la conceptualité qui est mobilisée pour penser cet être singulier. Donc, première question, je me demandais si Thomas pouvait s'expliquer davantage sur le langage qu'il a décidé d'utiliser pour rendre compte de la singularité. Tout d'abord, décrire le singulier comme étant un monde clos a quelque chose de perturbant puisque intuitivement on pourrait croire que le monde est le contexte dans lequel on peut rencontrer tout être singulier et non pas l'être singulier lui-même. De même, le choix de termes ayant un ancrage immédiatement psychologique comme par exemple obsession ou affection pour rendre compte du singulier soulève des questions. Puisqu'un être singulier comme une roche ou une montagne ne possède pas d'intériorité psychologique, pourquoi avoir choisi ces termes plutôt que d'autres qui auraient peut-être pu être plus neutres ou englobants? Doit-on comprendre de ce choix terminologique que la singularité réside dans le regard du spectateur qui contemple l'être, et non pas dans l'être singulier en tant que tel? Deuxième question, bien que ce ne soit pas le propos central du livre, comme il l'a rappelé tout à l'heure, le livre possède indéniablement une portée existentielle. À ce sujet, l'ontologie de la singularité n'est pas à confondre avec ce que l'on appelle depuis un certain moment les éthiques de l'authenticité. Alors que les éthiques de l'authenticité appellent les individus à vivre en fonction de leur vrai moi, par opposition à un moi illusoire ou superficiel, la notion de singularité, telle que développée par Thomas, nous incite à assumer la totalité de notre être. Or, il me semble que l'une des grandes forces de la notion d'authenticité est de comprendre le phénomène de la transformation de soi. Bien qu'intéressante, l'assomption de la totalité de notre être à laquelle Thomas nous invite semble alors poser un problème de ce côté. Par exemple, comment expliquer le fait que je puisse changer et évoluer, c'est-à-dire rejeter et refuser d'assumer en partie une partie de mon être singulier, jugé comme étant sans valeur. En effet, l'ontologie de la singularité ne nous force-t-elle pas à avoir une vision continuiste de notre être, qui, d'un point de vue existentiel, bloquerait la voie à une forme de transformation radicale du soi? Puis, dernière question. À la fin de l'ouvrage, on peut lire que l'être singulier peut être converti en sens, ce qui lui permet de faire, je cite, l'objet d'un commentaire infini. On l'aura compris, l'enjeu ici est de refuser d'enfermer le singulier dans une sorte d'expérience de l'indicible ou de l'ineffable. Au contraire, le singulier peut être saisi par le langage et faire l'objet d'une explicitation infinie. Je me demandais quelle était la nature précise de ce commentaire. Est-ce que ce commentaire infini est nécessairement philosophique? Peut-on considérer que, par exemple, un roman, une photo ou une pièce musicale sont autant de commentaires de l'être singulier? Ne pourrait-on pas même considérer que ces types de discours, en raison de leur grammaire, sont plus à même de témoigner de l'être singulier? Merci. Donc, c'était mes modestes questions. Donc, je vais laisser la parole aux deux auteurs. Énorme merci, Vincent. Donc, bel équilibre. 3 questions chacun, tout aussi difficile l'une que l'autre. Mais on a vraiment un large public ici. Vous avez sûrement des questions aussi. Donc, ce que je proposerais, c'est de vous en tenir peut-être, choisir la plus facile ou celle qui vous répond avec la plus d'urgence. Une réponse. Donc, on vous laisse 5 minutes de réponse chacun. Ensuite, on ouvre. Puis, au pire, si
le public veut juste avoir les réponses aux autres questions de Vincent, ben, ils ne font que dire je veux la réponse à la question 2. D'accord? Marco? Ben, je vais m'attaquer à la première. C'est sûr que la figure du sceptique qui vient confronter là où la philosophe en lui disant « Ah, c'est quoi, c'est la philo, c'est pas pertinent, c'est une figure intéressante et qui est, pour reprendre l'argument que je donne et que j'emprunte à Gal Jaspers, c'est une posture philosophique. Puis ça me fait penser d'ailleurs, je vais utiliser mes connaissances sur Habermas. Habermas donne cet exemple du sceptique qui contesterait l'universalité et l'objectivité des règles fondamentales de l'argumentation. Mais il se contredit lui-même parce que quand il remet en question, en argumentant ces règles-là, ben, il est en train d'argumenter et dans une situation idéale de parole, il présuppose ce qu'il est en train de remettre en question. C'est une autre chose que la figure de la personne complètement indifférente qui se promène et qui refuse même de parler. Cette figure qu'on retrouve d'ailleurs dans le Gorgias, celui qui met fin à la discussion avec Socrate et qui incarne, je pense, c'est l'exemple paradigmatique de la personne qui rejette la philosophie et la notion même d'une prétention à l'universalité lorsqu'on argumente, qu'on discute. Cette figure-là, cet exemple-là peut être déstabilisant parce qu'on se sent démuni face à elle. Le sceptique qui argumente, ben, on peut argumenter avec lui. La personne qui est complètement indifférente, qu'est-ce qu'on peut faire avec elle? Mais je trouve que cette image-là est un peu piégée au sens où elle suppose une vision, comment je peux dire ça, monadologique de l'existence humaine où on serait tous et toutes des atomes éparpillés, chacun fait ce qu'il veut, ceux qui veulent rien savoir de la vérité objective, de l'argumentation ou de la philosophie, ben, ils vivent leur petite vie tranquille et c'est pas plus mal que ça. Sauf que on vit ensemble et quand cette personne-là qui a ses propres vérités devient par exemple président des États-Unis, là ça pose problème. Quand on parle de post-vérité, c'était quoi les faits alternatifs? Les faits alternatifs. Bon, si c'est quelqu'un qui cultive son jardin et qui a ses propres faits alternatifs à lui, c'est pas une menace. Mais si c'est quelqu'un qui prend qui a le pouvoir économique ou le pouvoir politique, et qui a ses propres faits alternatifs, qui prend des décisions importantes à partir de ces faits alternatifs, là, il y a un enjeu très important au plan moral, au plan politique. Donc, c'est toujours facile, le relativisme ou le désintérêt par rapport à la discussion, à l'argumentation, tant qu'il y a aussi longtemps qu'il n'y a pas de conséquences. Mais quand il y a des conséquences importantes sur un grand nombre de personnes ou encore sur la nature, là, on est en droit d'interpeller l'indifférent pour lui dire, écoute, là, il faut vraiment qu'on discute parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ce que je répondrais pour la première question. Donc, pendant que Thomas répond, je vais commencer à regarder la foule comme ça. Si vous voulez intervenir, faites-moi un petit signe, un clin d'œil, une main. Parfait, j'ai déjà des mains. Thomas, J'hésitais parmi les nombreuses questions simplissimes que tu poses. Non, peut-être que, disons, pour essayer aussi de faire le lien avec ce que tu disais, Marco, il ne faut pas nécessairement faire tout le temps des liens, mais disons, en t'écoutant, je pensais à... Donc je vais répondre à ta dernière question. C'est-à-dire, mettons, sur la fonction, l'utilité ou la nécessité de la philosophie. Bon, en effet, j'ai dit, mais ça, je ne veux pas l'argumenter ni en dire quoi que ce soit, mais disons, le livre se termine pour essayer de dire que, au fond, en tant que nous sommes singuliers, on est des trajectoires de sens. Disons ça simplement, on est une trajectoire de sens. Bon. De ce point de vue-là, je t'écoutais parler d'Arendt, et je me disais, il y a, du point de vue de cette expérience du sens, il n'y a, à mon sens, aucune forme de privilège à accorder à la philosophie. C'est-à-dire que là, j'écoutais ce que tu disais d'Arendt et je trouvais que j'étais vraiment, si je peux exprimer une forme de désaccord avec un génie, mais disons, c'est parce que il y aurait là l'idée que la philosophie serait la discipline qui peut produire du sens. C'est ça qui lui reviendrait, que penser, c'est produire du sens. En fait, si tu ne fais pas de philo, donc déjà tu ne penses pas, déjà c'est sympa.
Mais tu ne peux pas produire du sens. Et ça me paraît tout à fait, en un certain sens, inadmissible. Je veux dire, nous produisons du sens, on produit du sens quand on construit une maison, on produit du sens quand on coud, on produit du sens quand on... c'est-à-dire, la production de sens, ce n'est pas réservé à la philosophie. Bon. On n'en ferait pas, et donc, tu posais la question... je me souviens plus exactement de ta formulation, elle était, je vais la dire plus mal, mais disons, quand tu disais un privilège, est-ce que une photo, une peinture ne peut pas témoigner de notre expérience du sens? Non, mais complètement. Je veux dire, il n'y a nullement besoin, à mon avis, de la philosophie pour ça. Alors là où peut-être ce que je voulais dire en disant la philosophie peut-être a une tâche spécifique concernant le sens, ce serait de dire, bon, d'une part, elle s'intéresse où elle essaye de viser le sens comme tel. C'est-à-dire, je veux dire, si Bach fait de la musique, enfin, c'est pas si, je veux dire, Bach, un conseil que je lui donne, parce qu'il me semble relativement talentueux. Non, mais ce serait une bonne idée. Mais Bach, quand il fait de la musique, je veux dire, bien sûr qu'il y a une production de sens gigantesque, où j'étais hier voir la flûte enchantée de Mozart. Bon, il y a une production de sens gigantesque ici, mais l'objet de Mozart, c'est la musique. C'est-à-dire l'objet de Bach, c'est l'expérience du sens comme expérience musicale. Bon. Et Bach ne va pas non seulement composer, mais en plus me dire quelque chose sur le sens de ce qu'il fait. Donc là où la philosophie me paraît avoir un intérêt, ce serait de dire, on va essayer de dire quelque chose comme discipline sur le sens. Non pas poser entre moi et le sens un objet. Le peintre s'occupe de peinture, le musicien le couturier s'occupe de couture. Le philosophe, c'est de dire, je veux aller directement à la question du sens. Puis, si je veux aller là, c'est pas pour en produire, mais ce serait, c'est ça l'affaire du commentaire, ce serait parce que, ce serait pour opérer une opération de traduction, c'est-à-dire essayer de dire, qu'est-ce que c'est le sens qui est, vous parlez du livre que j'ai écrit sur Bach, mais quel est le sens qui est dans cette œuvre musicale? Est-ce que je peux essayer de le, je sais pas comment dire, alors de quoi? De le signifier, c'est-à-dire, et là c'est une opération de transfert, comment je peux faire passer le sens dans la signification, c'est-à-dire on pourrait dire dans le concept. Bon. Comment je peux troquer une part du mystère pour dire quelque chose. Et c'est là où la philosophie me paraît évidemment une discipline, alors je sais pas, mais extrêmement fragile pour le coup, c'est-à-dire elle est obligée de se tenir en rapport avec quelque chose d'absolument mystérieux dont elle veut parler directement, et de le transférer dans une catégorie de discours conceptuel, signifiant, déductif, théorique, etc. Et elle se situe donc exactement entre les deux, c'est-à-dire un pied, les fesses entre deux chaises, quoi. C'est-à-dire un pied dans le sens, un pied dans la signification, en faisant comme si on pouvait passer de l'un à l'autre. En écrivant un livre sur Bach, je ne peux pas prétendre dire « Ah oui, tu n'avais pas compris le sens de la passion sans sa nature, heureusement tu m'as lu, je vais t'expliquer. » Bon, ça ne marche pas de faire ça. Donc, autrement dit, la philosophie me paraît errer entre d'un côté le poème, que je trouve beaucoup plus puissant comme expérience du sens. C'est pas pour rien s'il y a toute une tradition philosophique qui est obnubilée par le poème. C'est pas pour rien, c'est-à-dire c'est parce qu'elle est expérience du sens dans le poème, mais c'est pour dire je ne fais pas de poème, je ne suis pas dans le poème, je suis dans la signification, mais dans une signification qui a rapport au sens, donc je ne suis pas non plus dans la philosophie critique, dans la conceptualité de ça, ou si je suis là-dedans, je suis dans un type de discours dans lequel type de discours, la science va toujours avoir une espèce d'avantage fondamental, et là tu disais en effet, je sais pas comment dire, en effet la science ne veut rien nous dire du sens, d'ailleurs peut-être la question, peut-être elle trouve même ça naïf au fond, si je puis dire cette question. Donc je sais pas, là, je dirais commentaire infini, mais pas productrice de sens, parce que ça me paraît, mais ça il y a ça chez Arendt, j'ai l'impression, y compris dans sa conception du politique, etc., et tout ça, c'est-à-dire, il y a là, je sais pas comment dire, le mot m'échappe, un élitisme. Un élitisme qui ne marche pas, c'est-à-dire ça fait sortir les gens que nous sommes, ça nous fait sortir de la question du sens parce qu'on ne pense pas, tu sais, je veux dire, ça ne fonctionne pas. Mais l'opération de traduction, allez, je termine là, c'est peut-être trop long, mais l'opération de traduction me paraît avoir du sens parce que si on veut traduire le sens en signification, je crois que c'est pour dire je vais y arriver. Non, mais c'est pour témoigner, c'est pour dire qu'est-ce que ça peut vouloir dire que faire une expérience du sens. C'est pas pour enseigner quelque chose, c'est pour dire, regardez l'expérience du sens qui est faite là. Regardez, écoutez Bach, regardez le type d'expérience du sens qui est faite là, et faites la vôtre.
Ou bien, il y a d'en bas qu'une expérience du sens qui pourrait te concerner, mais pour ça, il faut que je la transforme en signification. Donc, il y a l'idée d'universaliser des expériences de sens, de nous les rendre disponibles, au prix, évidemment, de quelque chose d'extrêmement incertain et fragile, dont on peut toujours dire, soit « Ah non, mais le sens, c'est mystérieux, on ne peut rien en dire, on laisse tomber ça », ou bien on va faire des discours critiques, etc. La philosophie gagne. Voilà, le discours critique, c'est ce que ça fait. Sans critique ici. Je ne reviendrai plus Avant jamais. la philosophie. Ouais, c'est ça. En fait, je ne sais pas La si philo est fragile. Ah bah les oriflammes. si c'est clair. Ben, parfait, merci. Merci beaucoup. Donc, on a déjà une intervention du public qui s'est signalée. Oui, c'est pour Thomas. Thomas, Bien ça le va. nom déjà, Oui, c'est Thomas. correct. Alors, écoutez, je trouvais ça très intéressant, mais j'aimerais un peu mieux cerner ce que vous entendez par singularité. Alors, si j'ai bien compris, vous me direz si je me trompe, vous l'opposez à un modèle, à une forme, hein, à laquelle il faudrait se conformer. Et plutôt, au lieu de ça, il faudrait se comprendre son unicité, plutôt par ses déformations. Mais là, je me demande, est-ce que vous n'êtes pas exactement dans la même logique identitaire, seulement en négatif? Est-ce que vous n'êtes pas simplement en train de dire on célèbre, hein, je célèbre mes déformités, mes particularités? Donc en d'autres mots, je me demande si vous ne confondez pas particularité, singularité. Et Deleuze a très bien fait cette distinction qui est utile. Donc au lieu de parler d'un être singulier, on pourrait parler des événements, des rencontres, du sens singulier, et non pas d'un être singulier, que dans votre description, j'ai quand même entendu beaucoup particulier. Donc, j'aurais un peu clarifier un peu. Merci. Oui, je comprends que vous entendiez ça. La chose qui me vient en vous écoutant, mais évidemment, là, il faudrait que je l'argumente, c'est non, pas du tout. Non, mais vraiment pas. D'abord parce que, là, non, mais on ne va pas faire un débat, ce serait ridicule, mais disons, vous semblez entendre que... L'idée, ce serait de dire, d'abord, premièrement, ce qui fait que je suis singulier, je n'en ai pas la moindre idée. Bon, ça c'est un. C'est-à-dire, c'est pas un ensemble, je ne suis pas en train de dire, bon alors, j'ai aussi, je ne dis pas que c'est ce que vous dites, mais j'ai aussi un ensemble de particularités qui sont des défauts, parce que là, évidemment, c'est complètement nul. Hein. J'ai aussi un ensemble de particularités qui sont des défauts, et plutôt que de prendre les choses auxquelles je veux me conformer pour me définir, je vais prendre toutes les choses auxquelles je ne veux pas me conformer, donc des défauts, et puis je vais dire que c'est ça. Alors, évidemment, ce que j'essaie de dire, mais je suis conscient de m'exprimer mal, hein, mais ce que j'essaie de dire n'a aucun rapport avec ça. Premièrement parce que ce que j'essaie de viser, c'est une idée transcendante. C'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est... Je vais essayer de faire ça avec le chien, mais c'est quelque chose qui n'est pas un trait de caractère, qui n'est pas un trait psychologique. Donc il faudrait que je répète pourquoi j'ai alors du coup sans arrêt employé des termes psychologiques, j'aurais quelque chose à dire là-dessus. Mais c'est pas des traits psychologiques, c'est pas des traits de mon caractère, c'est pas des défauts. C'est une idée. C'est-à-dire quelque chose qui me dépasse absolument et qui n'a rien à voir avec ça. Je veux dire par là, qu'est-ce qui se passerait si j'enlevais la totalité de ma vie psychologique, de mes souffrances, de mes défauts, de mes craintes, tout ce à quoi je m'identifie, ça va, de mes élans, de mes tensions, etc. J'enlève ça. Ça va. Mettons que je prenne une pilule et que je l'enlève. Bon. À quoi est-ce que je serais attaché à ce moment-là? À quoi je serais attaché? Vous ne pouvez pas répondre à cette question, et moi non plus. Mais si je lis une biographie, par exemple, et que je vois des éléments poindre, j'essaie de dire, dans des désirs, dans des pratiques, dans des activités, hein, un peu comme une série de tableaux qui n'ont aucun rapport dans la question. Ah tiens, une cape rouge, ah tiens, un vélo rouge. Je dirais, ah, l'idée c'est le rouge. Pardon de l'analogie un peu idiote. Mais vous comprenez, c'est-à-dire que, donc en effet, ce n'est pas des particularités opposées à une clôture identitaire sur soi, mais toute clôture identitaire laisse des choses à côté, puis alors je fais un trait autour de ces choses, puis je dis, ah c'est ça, aucun rapport. Je veux dire, nous, il me semble voir ça avec mes étudiants, ce qui fait que nous sommes singuliers, nous n'y avons pas accès. Et c'est la raison pour laquelle on peut y être totalement infidèle. C'est pas un continuisme, c'est-à-dire c'est que je peux penser que ce qui me fait moi, c'est, je sais pas comment dire, ou bien des traits de caractère, ou bien ce à quoi je veux m'identifier, ou bien que je suis un homme blanc, j'en sais rien, vous voyez ce que je veux dire? Je peux m'identifier à ça, mais ce que j'essaie de dire, c'est ça n'a aucun rapport avec ça.
Ça a un rapport avec ce qui te tiendrait toi si on enlevait tout ça. Et donc, c'est pour ça que je dis ça transcendant, c'est-à-dire évidemment, ça dépasse absolument ça. Et puis l'autre chose, évidemment, que moi j'aime, et puis là, Vincent a tout à fait raison, ben, c'est l'idée de reconduire les grands concepts de l'ontologie et tout ça. Évidemment, Deleuze, il y a quelque chose, bon, il dit lui-même, on m'a mal compris et tout ça, mais il y a quelque chose dans une espèce d'événementialité, de livraison au devenir, de déconstruction de la totalité des grands concepts. Bon, c'est super, enfin pourquoi pas, mais moi, je sais pas. Comment on peut penser la singularité d'un être si on n'arrive pas à énoncer un principe à un moment donné? Une fois que j'ai dit « Oh, ce tigre-là, il a vraiment des taches, pas du tout comme lui à côté, il a vraiment des choses très singulières, regarde la forme de sa moustache !» Je vais perdre la chose dont je parle dans la multiplicité des détails et des particularités que je vais dire. Donc, je vais le perdre, je vais pas le singulariser, je vais le perdre au contraire, il me semble. Mais je ne sais pas si ça répond à votre remarque. Une autre question de public? Moi, c'est plus une question de compréhension. Donc, si, en fait, est-ce qu'on peut dire le singulier ou l'individu de manière proprement positive, ou simplement c'est quelque chose qu'on dit en fait de manière négative par la voie en fait de, mais voilà, au fond, l'individu n'est rien de moins que l'exemplification, l'instanciation de propriétés dites générales. Et donc, du moment qu'on dit, mais voilà, telle personne, elle est, comme tu l'as dit, on fait un être humain, elle porte une chemise bleue, elle est ci et ça, etc. On caractérise ça, mais ça, c'est des modes d'être, en fait, d'un individu. Et en deçà, en fait, de ces modes d'être, il y a un individu qui, au sens, en fait, auquel on peut référer, mais qu'on ne peut pas vraiment, qu'on ne peut pas décrire, en fait, sans trahir, en fait, qui ou quoi il serait. D'une part, ce serait la question. Donc, d'autre part, en fait, j'ai essayé de saisir, en fait, le lien entre le sens et l'individu. Et donc, si je comprends bien, le sens, pour toi, c'est une catégorie préconceptuelle, qui, par la suite, lorsqu'il est traduit, en fait, s'exprime sous forme conceptuelle. En quoi, alors, le sens pourrait-il, en fait, bon, c'est ce qui me permet d'exprimer, en fait, d'atteindre l'individu, mais en quoi pourrait-il être ensuite, à l'inverse, en fait, quelque chose qui trahit, en fait, l'accès à l'individu, quelque chose, en fait, qui fait, ou c'est obstacle. En quoi, par la suite, peut-on atteindre quelque chose comme l'individu, dès lors qu'on est médiatisé par quelque chose comme le sens, ou le sens appartient-il même à la nature de l'individu? Je sais pas aussi. Il y a un bout, j'étais perdu. Mais à la fin... Non, mais je veux dire, ça c'est moi. Bon, là je retiens deux choses, là, ouais, c'est ça. Pour ce qui est de l'énoncé de la négative... Enfin, on ne pourrait dire que négativement que la singularité, c'est-à-dire, bon, c'est ce truc qui reste quand on a tout enlevé, bon, ça, théologie négative, etc. Mais non, enfin, mon idée, c'était de dire, non, on pourrait... saisir la singularité, ce serait commencer par trouver, par nommer cette idée. Donc, on pourrait la dire, on pourrait dire... Là, il faudrait que je prenne des exemples, mais on pourrait je ne vais pas prendre d'exemple, ce serait trop long, mais disons, ce serait de nommer l'idée. Par exemple, l'exemple que j'ai pris avec mon chien, c'est un petit peu limite, mais disons, c'est de dire, Satie, le compositeur, c'est le nom de l'idée qui transcende les comportements de mon chien. Donc, non, mon propos, c'est, je vais pas écrire un livre sur la singularité pour dire, ouais, mais on ne peut pas en parler. Bon. D'ailleurs, pour tout ce qui est du sens, on peut avoir le même rapport. Je veux dire, il y a une quantité de livres sur la musique qui sont écrits pour dire, non, mais la musique, on peut rien en dire, hein, c'est mystérieux. Évidemment, c'est mystérieux, mais justement. Donc, c'est pour en dire quelque chose de positif. C'est-à-dire, voilà le principe de la singularité de cette vie-là. Voilà ce qui fait que cette vie est singulière. Voilà l'idée qui me paraît la mener si je fais l'étude des œuvres de Schumann. Il m'apparaît qu'il y a telle formule mélodique qui est là, bon, ça, et que cette formule mélodique... Ça c'est un. Mais je ne sais pas si ça répond. Donc, en tout cas, j'ai le désir de dire quelque chose de positif sur ce qu'est le singulier. C'est ça, j'avais compris ça. Ouais. En réponse aux gens qui auraient une conception strictement négative de l'individu, en quoi par la suite on peut dire, mais au fond, en fait, l'individualité n'en tient qu'à l'instanciation, l'exemplification des caractéristiques dites générales ou conceptuelles qu'on attribue aux choses. Et donc là, en fait, ce serait une façon positive, mais voire pauvre, en fait, de qualifier l'individualité. Donc, dans ce que tu disais, par exemple, en fait, les comportements de Satie qui sont, au fond, être gentil et ci et ça, et au fond, qui sont des propriétés générales, mais qui s'instancient, en fait, pour ainsi dire, dans un espace-temps particulier, toujours attaché
à ceci, en fait, auquel on peut référer, mais qui en même temps... Il n'y a pas de singularité au sens où il y a de la particularité, au sens où madame le présentait. C'est-à-dire, mon chien est particulier, quand elle a des comportements particuliers, mais c'est des comportements qui ne sont rien d'autre que des déclinaisons des comportements de l'espèce. Donc en ce sens-là, elle n'est pas... Si j'entends par singulier unique, mettons, Hannah Arendt, elle fait ça au début de la condition de l'homme moderne. Si je dis singulier, c'est unique, je dis singulier, c'est incomparable. C'est-à-dire singulier, c'est ce qui n'a pas de comparaison. Donc, donc là, il y a un solipsisme. S'il n'y a pas de comparaison, ça veut dire que tu es tout seul dans ton monde. Je veux dire, parce que si je t'insère, comme je réponds à la question sur le sujet et le monde, si j'insère un être dans un monde, je l'inscris dans tout un tas d'événements qui le causent, qui l'expliquent, avec lesquels il est en rapport. Si je fais ça, alors je dis que cette série d'événements, de causes, etc., peut avoir produit un être à peu près similaire. Donc il est comparable à d'autres. Si je mets mon chien au milieu des autres chiens, il n'y a pas de singularité. Donc, pour comprendre la singularité d'un être, il faut le considérer comme la totalité d'un monde. Pour comprendre la singularité d'une espèce animale, il faut considérer que cette espèce est un monde absolument fermé sur lui-même. C'est ce que fait Wexkull avec le concept de nouvelle. Pourquoi je parle de ça non, mais parce que ça me faisait penser sur le... Bon, après ça, la fin, après j'arrête, la fin de ta deuxième question, la dernière phrase que tu as dite. C'est ça, donc, en fait, le sens comme point de départ, en fait, comme... Bon, je l'ai oublié un peu. Mais ouais, le sens comme en fait, certes, c'est comme un rapport de médiation à l'individu. Mais en quoi, finalement, en cherchant à dire l'individu, au fond, le sens, en fait, c'est le moyen par lequel on exprime, on traduit le sens même de manière conceptuelle. Mais en quoi, finalement, le sens pourrait-il être, qu'est-ce qui fait, qui, à l'inverse, peut être obstacle ou même, en fait, être cette frontière par laquelle on ne peut jamais tout à fait parvenir à l'individu. Est-ce que tu comprends? Au sens où il y aurait du sens, mais au fond, on prétend dire le singulier, mais au fond, on n'y accède jamais, dans la mesure où on est toujours dans... Trop parler du singulier. On est toujours en train de parler de l'individu alors qu'on essaie de... On prétend parler de l'individu, on ne dit jamais l'individu, parce qu'on parle en fait sous forme de catégorie générale. Parce qu'on prend au-delà, en fait, de tout simplement utiliser des indexos, ceci, cela, etc. Dis-moi, cela est rouge, mais on vient à... On ne parle pas de l'individu, on est maintenant, en fait, dans le sens, dans la conceptualité. Donc, de ce fait, en fait, c'est peut-être le moyen par lequel on cherche à cerner ou identifier l'individu, mais de ce fait, on a quelque chose comme un acte de trahison, du moment où on cherche à dire l'individu, mais on le convertit, on cesse d'en faire un individu. Je sais, là, pas tout à fait compris. C'est pas que tu brûles de répondre, hein? Tout le monde fait, ah ben oui, bien sûr. Ah ben, donc on a une intervention qui se cache derrière Yannick, oui. Oui, donc moi si je t'ai bien suivi, là, ce que tu veux dire, c'est que le singulier, tu peux le penser que rétrospectivement, en fait. Ouais, j'aurais envie de dire ça. Mais en même temps, est-ce que tu pourrais pas, parce que je repense à ton exemple de Socrate, là, si Socrate s'était trahi, ok? Si justement, parce qu'on peut imaginer que quelqu'un, parce que d'après ce que j'ai compris, ce que tu appelles la singularité, c'est un peu comme un filigrane qui traverse, qui peut permettre de comprendre mes désirs, mes attitudes, c'est un peu ça, tu veux dire oui ou non? Oui, disons oui. Oui, ok. Bon, donc si c'est ça, ça veut dire que finalement, ça n'est que lorsque je serai morte, finalement, que rétrospectivement, quelqu'un pourra dire, bon, voilà quelle était la singularité de cette personne. Mais ça veut dire, mais en fait, en même temps, tu l'as dit, que du coup, moi, je la connais pas, que tant que la personne vit, elle la connaît pas, mais que c'est quelque chose aussi qui pourrait... c'est-à-dire que, pour reprendre mon exemple de Socrate, Socrate qui recherche le beau, le bien, etc., si à un moment donné, il avait arrêté de le faire, mettons. Alors là, on aurait pu avoir l'impression qu'on a saisi la singularité de Socrate, mais là, il y a eu une rupture, et en fait, finalement, on ne sait plus... tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est ça qui me semble... c'est-à-dire, si on imagine une existence... ouais, en fait, j'ai répondu à ma question. Est-ce que tu veux peut-être... En fait, ma question, c'était si on imagine une existence qui ne serait faite que de rupture.
Alors du coup, la singularité consisterait dans la rupture. Ouais. Oui, mais tu sais, je pense que l'idée est... Enfin, je sais pas, l'idée est simple, c'est-à-dire, quand tu disais nous... bon, d'abord l'idée qu'on ne s'apparaît pas soi-même, et seulement quand on est mort, si on peut dire. Bon, c'est quand même une idée qui n'est pas très nouvelle. Enfin, je veux dire, elle est chez Arendt, la révélation du qui, c'est quand tu as fini de vivre. Bon, elle est chez les Grecs. Bon. Donc ça, c'est pas... Je veux dire, ça fonctionne. Ça. Après ça, il s'agit juste... Il s'agit juste de dire quelque chose comme le sens de ton existence. Tu n'en es pas, pour reprendre la terminologie d'Arendt, tu n'en es pas l'auteur. C'est-à-dire, tu n'en es pas l'auteur. On ne fabrique pas son existence comme on fabrique une chaise ou une œuvre d'art. Bon, mettons. Donc, ce sens-là, de quel sens ma vie? Évidemment, je peux me dire, ouais, moi, le sens de ma vie, c'est d'enseigner. Bon, j'en sais rien. En fait, de quel sens ton existence est-elle porteuse? Ben, je dis, c'est ce sens qui est ta singularité. Tout le reste, j'allais dire, à la limite caricaturons, tout le reste, l'individu, les mains, machin, etc., ça n'a pas de sens en ce sens-là. Ça a du sens pour moi, bien sûr, mon vécu psychologique, comment je me représente, machin. Bien sûr, je veux dire, pour moi, mais en fait, quand je serai mort, je veux dire, c'est pas ça, ça va pas être ça le sens. C'est quelque chose d'aussi simple que je dis. Alors, comment je peux dire ce sens-là? Ben, je peux essayer de dire, une manière de le dire, ce serait de donner un nom qui serait comme le principe de cette trajectoire. Quel est le nom C'est comme si je disais, nous sommes une mélodie. Comment? Puis qu'après tu dis, c'est quel nom pourrais-je donner à cette mélodie? C'est ça, là où me paraît être le travail philosophique. Mais comment tu pourrais expliquer ceux qui vivent des conversions? Ceux qui vivent une conversion, c'est peut-être justement le moment d'actualisation totale où tu es capable rétrospectivement de penser à toi-même. Mais la Parce que c'est des choses qu'on vit, à l'époque contemporaine, on a l'impression que les conversions, que justement les moments où les gens y réfléchissent rétrospectivement à eux-mêmes sont encore plus fortes qu'avant. Oui, mais... Enfin... Mais bon. Pardon. Oui, non, mais c'est des questions... toutes les questions que vous posez sont des questions beaucoup trop difficiles, de toute façon. Non, mais c'est vrai, c'est pas une blague, c'est quand même la question. Non, mais les questions sont permises. Non, mais arrêtez. Non, donc moi, j'ai remarqué que Thomas a, par la bande, répondu aux deux autres questions. Donc là, il y a pour une question d'équité, je pense qu'il faut laisser la parole à Marco pour répondre aux deux autres, ou à une autre question, du moins? Sinon, on a des interventions de la foule. Il reste 5 minutes environ aussi. Okay. Distinction littérature, philosophie, je pense que très souvent, il n'y a pas un mur bétonné entre les deux. Hein. Il y a des philosophies qui se font littéraires et de la littérature qui se fait philosophique. Singularité de la philosophie, je ne sais pas, ce qui me vient à l'esprit, les 4 questions posées par Kant. Qu'est-ce que je peux connaître? Que puis-je espérer? Que dois-je faire? La 4e, je l'oublie. Donc, oui, je pense que les grandes questions, celles-là, posées par Kant, qui traversent grosso modo l'histoire de l'humanité et les tentatives pour y répondre, si j'avais à singulariser la philosophie ou à la définir ce soir, je miserais là-dessus d'abord et avant tout. Littérature, quand je donne le cours éthique et politique et que je présente Kant, je fais lire 2 extraits de Dostoïevski à mes étudiants. J'ai un travail où j'utilise un passage des carnets du sous-sol, puis j'en ai un autre où c'est pas un travail, mais c'est un autre passage des frères Karamazov, là, où le célèbre passage où les 2 frères discutent, il dit pour éviter toute souffrance à l'ensemble de l'humanité, serais-tu prêt à ce qu'un enfant souffre éternellement et que les autres vivent en paix et dans la joie? Je leur dis, voici l'opposition ultime, illustrée avec le langage littéraire entre la pensée de Kant et l'utilitarisme, où on privilégie le respect intégral, catégorique d'un être humain, plutôt que le plus grand bonheur du plus grand nombre. Donc je pense qu'il y a vraiment complémentarité entre philosophie et littérature. Si je me réfère à la formation générale
qu'on retrouve dans nos cégeps, et qui a tout intérêt à ce qu'il y ait des liens qui soient faits, autant en littérature par rapport à la philo et en philo avec la littérature. Mais je pense qu'il y a quand même une différence de fond. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'argumentaire en littérature, mais je pense que l'argumentation et la clarification conceptuelle sont quand même beaucoup plus présentes en philosophie, ce qui m'amènerait, je ne sais pas si c'est une distinction, une différence de nature ou de degré entre la littérature et la philosophie, mais je pense que l'aspect argumentatif est quand même beaucoup plus présent en philosophie, alors que la littérature, ben, pour moi, ça m'apparaît vraiment comme un haut lieu du sens, à travers le récit, la narration. On a des auteurs qui cherchent à donner du sens, à faire du sens, et ça, l'être humain en a besoin absolument. Puis à travers ce don de sens-là, ben, il peut aussi y avoir aussi de la réflexion et de l'argumentation au travers de tout ça. Merci beaucoup. Donc, je vous propose de prendre une dernière question du public, madame. Oui, il y a un mot que vous avez dit tout à l'heure 2 ou 3 fois qui m'a absolument étonnée, c'est l'indifférent. L'indifférence existerait-elle? L'indifférence? Oui, vous avez parlé de l'indifférent tout à l'heure. Ben, on peut faire, comme on le fait, je pense, une expérience de pensée où on imagine quelqu'un qui serait complètement indifférent à tout le reste. Est-ce qu'en réalité, ça existe vraiment, quelqu'un qui serait à ce point indifférent, qui serait à ce point dans sa monade, dans sa bulle? Dans les degrés, l'indifférence, point la ligne? C'est une bonne question. Réponse non. Peut-être non. En tout cas, merci beaucoup, monsieur. Merci. Vous ne nous avez pas laissé indifférents, certainement. Et merci encore à la librairie. Oui, merci. Merci à vous. Merci au public. Ça va cool.